Agriculture, comment faire pour atteindre l'objectif fin zéro en 2035? Pour répondre à cette question, 2 projets de développement agricole ont été lancés aujourd'hui à Bamako. Cette initiative est soutenue par la Banque islamique de développement et le gouvernement du Mali pour l'opération près de 32 milliards de francs CFA. Lutter contre la faim, mais lutter contre la maladie également, c'est l'initiative des premières dames d'Afrique qui s'engagent dans la lutte contre la drépanocytose. L'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga, présente à Brazzaville au Congo depuis quelques jours, a eu plusieurs activités qui entrent dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Tour d'horizon des préoccupations des populations maliennes, l'insécurité, la pauvreté. Voilà quelques sujets évoqués ce matin par le président de l'Assemblée nationale et celui du Conseil économique, social et culturel. Boulkassoum Haïdara a annoncé la mise en place prochaine d'un comité interinstitutionnel pour le développement des relations entre l'Assemblée nationale et l'institution qu'il dirige. Nous écoutons Boulkassoum Haïdara qui fait ici le point de sa visite de courtoisie qu'il a rendu au président de l'Assemblée nationale. Il est au micro de Ramata Konaté. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie et lui présenter le bureau du Conseil économique, social et culturel. Mais nous en avons profité pour rappeler un certain nombre de domaines de collaboration, notamment le renforcement de notre collaboration avec lui dans le domaine de la saisine sur les dossiers relatifs au développement économique, social et culturel. Et nous avons parlé également du problème de recueil, le recueil des besoins, des attentes et des propositions concrètes à l'attention des hautes autorités de la République dont il fait partie. Et nous avons essayé de développer aussi d'autres domaines de collaboration, notamment certains grands dossiers de la nation, notamment de la mise en œuvre de l'accord de paix et des réconciliations nationales qui est en passe d'être signé vers le 15 mai 2015. Et nous avons parlé également du problème de l'insécurité qui hante le sommet de tous les Maliens, du nord comme du sud. Nous avons parlé également des dossiers relatifs à la lutte contre la pauvreté, la corruption et la délinquance financière. Nous avons souhaité également développer une collaboration dans le domaine des réformes que nous comptons imprimer au niveau du Conseil économique, social et culturel. Nous envisageons la relecture de nos textes, dont nous avons sollicité le soutien de l'Assemblée nationale pour cela. Et nous sommes convenus même de mettre en place un comité interinstitutionnel pour que les commissions et les personnes ressources puissent voir ensemble comment on peut renforcer notre collaboration. Pour être tout à fait complet dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile au titre de l'année 2015 et se conformant aux dispositions de l'article 107 de la Constitution, des missions du Conseil économique, social et culturel sont à l'intérieur du pays depuis le 3 mai 2015. Elles se poursuivront jusqu'au 26 mai. Les différentes délégations rencontreront les autorités administratives, les élus, les ONG, les représentants de la société civile, les organisations socio-professionnelles, les associations, les syndicats et les services techniques de l'État. Nous ouvrons maintenant une large page agricole. Comment faire pour atteindre l'objectif fin zéro en 2035? Les 2 projets de développement agricole ont été lancés ce matin pour répondre à la question. Le premier vise à assurer le renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali. Le second, lui, a pour but d'améliorer la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne. Les 2 projets sont financés à près de 32 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement et le gouvernement du Mali. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. 2 projets pour un même dénominateur commun. Il s'agit de l'accroissement substantiel des revenus des agriculteurs et agro-éleveurs. Le premier, d'une durée de 5 ans, est financé à plus de 24 milliards de francs CFA, cofinancé par la Banque islamique de développement BID et le Mali. Il s'agit du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire. La Banque islamique, en appuyant ce programme, entend s'engager résolument dans la promotion d'une agriculture novatrice, capable de dégager de façon structurelle
d'un surplus pour alimenter les circuits commerciaux. Le programme régional de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire a été initié suite à l'augmentation de la fréquence des sécheresses et irrégularités climatiques qui ont frappé la région du Sahel, aggravé les déficits alimentaires des pays, exacerbé l'insécurité alimentaire des agriculteurs et agro-éleveurs. Avec la réalisation de ce projet, le stock national de sécurité alimentaire va atteindre 35 000 tonnes de céréales. 4 000 tonnes de riz seront produites par an, entre autres. Plus de 1000 hectares seront aménagés dans 40 bas-fonds. Le projet couvre les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti, Sikasso et de Ségou et les parties nord des régions de Kaï et de Koulikoro. Pour un coût total de plus de 7 milliards de francs CFA, le second projet est le programme d'amélioration de la productivité agricole pour l'Afrique subsaharienne, SAPEP. 80 000 exploitants seront les bénéficiaires de ce programme. Ce programme SAPEP est une initiative de la Banque islamique de développement en faveur du soutien à tous ces pays membres affectés par la crise alimentaire mondiale survenue en 2008 et 2009 pour les aider à faire face à la fois aux besoins urgents immédiats. Il est important de souligner aussi que les deux projets s'inscrivent au sein de l'Alliance globale pour la résilience comme cadre commun et partagé des résultats afin d'atteindre l'objectif 20-0 en 2035 en fédérant les efforts des acteurs de la zone ouest africaine et de la communauté internationale. Les cultures concernées par les SAPEP sont les riz, bas-fonds, le maïs, le sorgho, le mil. Le programme couvre les régions de Kaï, Sikasso et Koulikoro. 20 000 tonnes de pommes de terre, c'est la production attendue par le complexe agropastoral et industriel de l'opérateur économique Modibo Keïta en culture de contre-saison en zone office du Niger. Le gouverneur de région était en visite de terrain. Dougoufana Traoré, compte rendu. Les 20 000 tonnes de pommes de terre sont attendues sur près de 700 hectares en culture de contre-saison. À 300 francs le kilogramme de pommes de terre, cette production devrait apporter à l'agro-businessman près de 6 milliards de francs CFA. Du coup, cette production fait de Modibo Keïta le 7e producteur mondial individuel de pommes de terre. Nous demandons à l'aide de tout le monde pour que ce processus peut être vraiment développé. Le complexe agro-pastoral et industriel de Modibo Keïta est un bon exemple à suivre en zone office du Niger. Modibo dispose d'un arsenal d'équipements pour les travaux de préparation du sol, les travaux de fertilisation, d'entretien des cultures et d'équipements pour la récolte, la transformation, la conservation. Il dispose également d'un important équipement de moyens de transport. Nous pensons que Modibo constitue une fierté. L'arrivée du complexe agro-pastoral et industriel a permis de lutter contre la pauvreté et l'exode rural dans la 4e région. Aujourd'hui, nous sommes très ravis parce que l'objectif recherché aujourd'hui au Mali, c'est, disons, aller à une souveraineté alimentaire. La commune est vraiment prospère en culture de pommes de terre, d'oignons, de maïs, etc. La ferme de la CAI de Modibo Keïta représente aujourd'hui le portrait robot de notre agriculture moderne, car Modibo dispose d'une grande superficie, de l'eau en toute saison, des machines modernes, le rendement est très fort et il a de la grande production. Oui, pour qu'il y ait une production, en tout cas agricole, une bonne production, il est essentiel d'avoir de bonnes semences. C'est pourquoi Sikasso abrite la 6e édition de la Bourse nationale des semences, initiée par l'association sémencière du Mali et ses partenaires. Cette initiative vise entre autres la promotion des semences de qualité et la mise en relation des différents acteurs du secteur. Compte rendu, Fatoumata Diallo. Ils sont une cinquantaine d'exposants du Burkina Faso et de l'intérieur du pays, présents à la Bourse nationale des semences Sikasso 2015, initiée par l'ASEMA, l'association semencière du Mali et ses partenaires. Dans ce marché sous-régional, au stand bien fourni et qui regroupe producteurs, établissements financiers, entreprises et autres organismes du domaine agricole, le seul message perceptible est la promotion des semences de qualité. L'utilisation des semences améliorées issues des variétés productives contribue à l'augmentation des rendements des cultures dans l'ordre de 25 à 35%. La tenue de la bourse des semences relève d'une importance capitale pour le développement du secteur semencier national.
Des conférences débats sur la problématique des semences sont entre autres activités inscrites au programme de ce forum de 3 jours, 6e du genre. Le bilan des éditions précédentes étant jugé satisfaisant. Dans un passé récent, la semence n'était pas reconnue tellement par les paysans comme un facteur déterminant dans la productivité. Cette bourse, en tout cas, d'année en année, fait en sorte que de plus en plus de producteurs sont informés de leur existence et aussi ont le moyen facile de les acquérir aussi à travers la bourse. Occasion pour les autorités régionales de se réjouir du choix porté sur Sikasso, zone d'agriculture par excellence pour habiliter les présentes assises. L'organisation de cette bourse s'avère capitale pour notre pays, dont l'économie repose essentiellement sur le secteur agricole qui occupe près de 80% de la population et contribue au produit intérieur brut pour environ 46%. Les notes musicales de Neba Solo ont rehaussé l'éclat de la cérémonie, une cérémonie ponctuée par la visite des stands. Autre grand titre de cette édition, la première dame Keïta Aminata Maïga poursuit son séjour à Brazzaville au Congo. Cette visite s'inscrit dans le cadre des festivités marquant les 30 ans de la Fondation Congo Assistance. Hier s'est déroulée l'inauguration du Centre national de référence de lutte contre la drépanocytose, un centre qui a coûté plus de 6 milliards de francs CFA et qui permettra une meilleure prise en charge en Afrique centrale de la maladie. Keïta Aminata Maïga et ses sœurs ont également pris part à une conférence sur la maladie. Le point avec Ndeye Sissoko et Dembawan. La première dame, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs du Bénin, de la Guinée, du Niger et du Sénégal sont venues soutenir les actions de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, à la faveur du trentenaire de la Fondation Congo Assistance, dont elle est la présidente. Placée sous le signe de la lutte contre la drépanocytose, la commémoration a débuté par l'inauguration du Centre national de référence de la drépanocytose, baptisé Maman Antoinette Sassou Nguesso. Un centre à vocation sous-régionale qui aura pour mission principale d'assurer une meilleure coordination de prise en charge. Première maladie génétique au monde, avec 150 millions de transmetteurs du gène et 230 000 naissances drépanocytaires par an, la drépanocytose est un véritable problème de santé publique et depuis 2008, elle est déclarée priorité de santé publique au monde par l'Union africaine, l'UNESCO, l'OMS et les Nations Unies. Cette œuvre est incontestablement le couronnement de la lutte contre la première affection génétique dans le monde. Cette affection, rappelons-le, touche dans sa forme homozygote près d'1 à 2 enfants sur 100 dans le monde et d'1 enfant sur 4 dans notre pays. L'objectif de ce nouveau centre, inauguré par les premières dames, est d'enregistrer des avancées dans la lutte contre la drépanocytose à travers le traitement, la recherche et la formation. Bâti sur une surface de près de 2 hectares pour un coût de plus de 6 milliards de francs CFA, le centre dispose de salles d'hospitalisation, de soins ambulatoires, de laboratoires de recherche, de salles de radiologie, biologie, hématographie, biochimie et de prélèvement, d'une pharmacie, d'une salle de kinésithérapie, entre autres services. Donc je leur offre aujourd'hui un bijou, je peux dire, pour la recherche, ça pas seulement pour les soins des enfants et des personnes atteintes de la drépanocytose, mais surtout pour la recherche. C'est ici que devaient partir nos scientifiques pour venir pour savoir quels sont les nouveaux médicaments, quelles sont les avancées sur la drépanocytose. Et pour plus de plaidoyer en faveur de la lutte contre la maladie, Antoinette Sassou Nguesso peut compter sur l'engagement de l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, qui a toujours fait du bien-être de la famille sa priorité. C'est une initiative heureuse, c'est une initiative heureuse. Vous savez que la drépano, au Mali aussi on en a, et qu'on a le professeur Tapa Diallo qui s'en occupe, il y a plein d'associations. Je pense qu'elle est à féliciter, elle nous montre le chemin, et je pense que nous sommes toutes là pour l'épauler, mais aussi pour lui dire bravo, et que nous allons suivre son chemin pour que, en tout cas en Afrique, vous savez, la santé et l'éducation, ce sont les vecteurs du développement.
Après la cérémonie d'inauguration du centre, les premières dames ont assisté à une conférence sur le thème « Expérience des centres de référence de la drépanocytose et progrès réalisés dans la lutte contre la drépanocytose ». Et en la matière, le Mali assure une place de leader grâce au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bamako. En témoignent quelques actions énumérées par son directeur, le professeur Dapa Diallo. Cette politique s'est construite autour d'un principe qui est l'équité dans l'accès aux soins pour tous. Ceci s'est matérialisé par la suppression du paiement avant les soins, le paiement des freins selon une programmation à la convenance du malade. Et ces frais étaient payés selon un forfait annuel ou par journée d'hospitalisation à 40% par le malade, les 60% étant pris en charge par le centre. En termes d'activité d'appui aux soins, le centre a enregistré plus de 31 000 consultations avec ou sans rendez-vous, plus de 7 000 dépistages appuyés d'un conseil génétique, plus de 12 000 journées d'hospitalisation, plus de 2 000 actes transfusionnels, plus de 100 000 examens biologiques, et plus de 1500 enfants drépanocytaires ont fait l'objet de la recherche d'une complication importante. Outre la communication du Mali, Keïta Aminata Maïga et ses sœurs ont assisté à celle du Bénin, des Antilles-Guyane et de la Jamaïque. Il ressort qu'avec un engagement politique fort, la réduction de la mortalité due à la drépanocytose est possible. Il faut ajouter que hier, dans la soirée, les premières dames ont assisté à la projection d'un film documentaire sur l'historique du combat que mènent les sœurs du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, à travers donc la Fondation Congo Assistance, dont elle est la présidente. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs ont pu ainsi apprendre que l'idée de la création de la fondation est venue d'une conversation entre la présidente et l'écrivain malien Seydou Badian. Voilà l'écrivain qu'on aperçoit sur ces images. Lancement officiel des activités de AWEP Mali, programme africain des femmes entrepreneurs. La structure a pour ambition de soutenir les femmes africaines chefs d'entreprise à développer leur business, non seulement à l'échelle nationale, mais internationale. Compte rendu, Aïssata Ibrahim Maïga. L'entrepreneuriat féminin de notre pays dispose désormais d'une nouvelle plateforme de promotion. Il s'agit du programme africain des femmes entrepreneurs AWEP qui existe déjà dans plusieurs pays africains et dont les activités viennent d'être lancées au Mali. Après avoir clairement exprimé notre volonté d'action, il nous faut maintenant de façon tout aussi déterminée travailler à la réalisation de nos ambitions, de toutes nos ambitions. Il est ainsi né une opportunité pour les Maliennes de promouvoir leur activité génératrice de revenus avec l'aide des États-Unis d'Amérique à travers l'USAID. En effet, l'AWEP soutient le réseautage professionnel, le développement des affaires et le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs. Notre volonté, en effet, de faire de l'AWEP une force de proposition, un interlocuteur fiable pour les autorités et les partenaires. Une plateforme d'entraide, de formation et de conseil pour les femmes, quelle que soit la taille de leur entreprise ou le type d'activité qui génère des ressources. Et je dirais que les femmes jouent un rôle central dans ce processus d'innovation. Et lorsque les femmes entrepreneurs prospèrent, il y a des croissances économiques et les familles prospèrent, les enfants prospèrent, l'économie prospère, le pays prospère à travers la prospérité des femmes. Je crois qu'on peut terminer avec quelques petits mots. Muso yate moneye. Muso dabe waleju banke. Muso debe soma banke. Merci. Alakamale muso odeme. Au dernier sommet États-Unis-Afrique, l'opportunité a été donnée de souligner l'importance de l'AWEP pour l'émancipation économique des femmes. Le dit sommet a aussi permis l'engagement des dirigeants africains à soutenir la réussite du programme qui bénéficie naturellement de l'appui des autorités maliennes. Lancement de l'enquête sur les mesures non tarifaires au Mali. Ce projet est initié par le ministère du Commerce et de l'Industrie et ses partenaires. Compte rendu, Rachel Tissougué.
Ce projet vise à accroître la transparence sur les obstacles concrets que rencontre le secteur privé qui fait face aux mesures non tarifaires. Il vise également à faciliter le travail du gouvernement dans la mise en place d'une politique commerciale efficace. Il s'agit d'échanger, d'aller rencontrer pas moins de 500 entreprises exportatrices, importatrices, pour échanger avec eux sur les difficultés, les obstacles auxquels ils sont confrontés. Ça va servir justement à faire le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui gêne tant nos exportations? Pourquoi elles sont obérées? Pourquoi les coûts sont surenchéris? Les organisateurs estiment que les mesures non tarifaires constituent un des moyens utilisés par beaucoup de pays pour protéger leur marché contre les importations en provenance des pays en développement. Pour ce faire, ils invoquent la non-conformité des dits produits aux normes en matière de sécurité alimentaire, végétale et animale. Les conséquences de ces mesures de protection se traduisent pour nos pays par une diminution sensible des exportations et nous appellent à une prise de conscience sur cette problématique qui hypothèque sérieusement l'accès de nos pays au marché des pays développés. Le Centre de commerce international devra également déterminer les différentes mesures à mettre en œuvre par le gouvernement pour accompagner les exportateurs maliens à renforcer leur présence sur les marchés internationaux. Les travaux des 5e journées pédiatriques ont démarré aujourd'hui à Bamako, organisés par l'Association malienne de pédiatrie. Cette rencontre permettra aux professionnels de la santé d'échanger pendant 2 jours sur les pathologies infantiles et leur prise en charge. Compte rendu, Salimata Daou. Les services de pédiatrie sont très sollicités au Mali. À titre d'exemple, l'hôpital Gabriel Touré consulte par jour 200 enfants. La MAPED, Association malienne de pédiatrie, depuis quelques années organise des journées pédiatriques pour promouvoir la survie et le développement harmonieux de l'enfant au Mali. Pour la 5e fois, les professionnels de la santé de l'enfant vont échanger sur les pathologies infectieuses. Pendant ces 2 jours, nous allons, avec l'appui de nos partenaires pour la recherche, que sont le Malaria Research and Training Center et le Centre pour le développement des vaccins CVD Mali, parler du paludisme, des pneumonies, des diarrhées, qui sont les principales causes d'hospitalisation dans nos services de pédiatrie. Selon les professionnels, pour réduire le taux de mortalité et de morbidité infantile, il faudra mettre à la disposition des centres de santé les moyens humains et logistiques suffisants. Il est souhaitable aujourd'hui que la pédiatrie soit décentralisée, que dans chaque région, il y ait un bon service de pédiatrie avec des spécialistes bien équipés. Ça fait mal de voir qu'un enfant soit évacué depuis Ansongo jusqu'à Bamako. Cette sursollicitation fait que les pédiatres sont soumis à rude épreuve quotidiennement. La pédiatrie mérite d'être un hôpital à part et non un simple service. Cet exercice auquel se livre la MAPED permettra, j'en suis convaincu, d'améliorer les connaissances et aussi de limiter le fossé entre le public et le privé, mais surtout de renforcer la collaboration entre les spécialistes en charge de la santé infantile et toutes les autres disciplines médicales. Dans le cadre de cet événement, des produits pharmaceutiques et des documentations sur la médecine pédiatrique sont exposés. L'Assemblée nationale dit constater depuis quelques jours un regain de violence dans plusieurs localités du nord et du centre du Mali. Les actes de violence perpétrés sont soldés à chaque fois par des morts, des blessés et beaucoup de dégâts matériels, endeuillant la nation et mettant plus à mal la situation de populations déjà très éprouvées et durement affectées par la crise sécuritaire et ses conséquences sur leur quotidien. L'Assemblée nationale du Mali condamne avec fermeté tous ces actes de violence qui plongent encore chaque jour le pays dans la crise, engage la MINUSMA à assurer la sécurité et la protection des populations civiles et de leurs biens. Cela conformément à sa mission définie et votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Lecture du Saint-Coran à la Grande Mosquée de Bamako, une activité initiée par l'amicale des homonymes de Oumou et Modibo. Il s'agit pour les participants de prier pour la paix dans notre pays. Les prêcheurs ont invité les Maliens à la cohésion sociale, à l'unité nationale. On fait le point avec Moussa Fani.
Les responsables de l'amicale des homonymes de Oumou et Modibo veulent apporter leur contribution à la paix au Mali. C'est pourquoi l'amicale a initié cette lecture du Saint-Coran. Au cours de cette journée, les fidèles musulmans étaient à la grande mosquée de Bamako pour invoquer Allah, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous nous rendons compte à certains égards des limites de l'homme dans sa rationalité. Il nous faudrait donc faire appel à ceux-là qui ont été des exemples. Et Dili, Modibo et Oumou entrent dans ce cadre, c'est ce que je leur ai dit. Porter le nom Oumou, porter le nom Modibo, c'est porter des valeurs. L'amicale a initié cette prière pour une raison fondamentale. Et cette raison fondamentale, c'est de s'adresser au Tout-Puissant, Dieu, et lui demander d'accorder une miséricorde à notre pays. Et cette miséricorde, nous souhaitons que ça se traduise par la paix, le retour définitif de la paix dans notre pays. Auparavant, le ministre des Affaires religieuses et du culte avait pris part à l'intronisation du patriarche des Tourés de Bamako. Bamakoises et Bamakois, n'oublie pas que ville moderne, mais ville ancrée dans la tradition. Et que donc, il y a des attitudes, des comportements qu'il faut observer. Qu'il y a un Rubicon à ne pas franchir. Et que donc, au nom du président de la République, de dire souhaiter bon règne à ce patriarche. Cette journée de lecture du Saint-Coran et de bénédiction pour la paix a regroupé plusieurs leaders musulmans de notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est arrivé hier soir à Addis Abeba en provenance de Nairobi au Kenya. Le ministre a été reçu donc aujourd'hui par le Premier ministre éthiopien. Le ministre Diop est porteur des messages du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au Premier ministre éthiopien. Donc les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire au Mali. Signaler aussi que le ministre Diop a profité de son séjour à Addis pour rencontrer la présidente de la commission de l'UIA, Kozazana Vladimir Zouma. Les échanges ont porté sur l'évolution du processus de paix au Mali. C'est ce qui nous signale notre correspondant depuis Addis Abeba, Alassane Diombele. Les meilleures pratiques de construction de la paix, rôle des leaders religieux, c'est le thème d'une conférence organisée par le réseau Plaidoyer et Lobbying en partenariat avec ATC Alliance. Prennent part à cette conférence les leaders religieux de toutes les confessions religieuses. Les délégués sont venus de la Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Le conflit au nord du Mali a laissé un héritage de profonds traumatismes et de suspicions au sein de nos communautés. Les meilleures pratiques de construction de la paix, le rôle des leaders religieux, c'est en substance le thème de cette conférence initiée pour la circonstance par le réseau Plaidoyer et Lobbying en partenariat avec ACT Alliance. Convaincu que l'union sacrée de toutes les confessions religieuses peut contribuer à la paix. Cette conférence a pour objectif d'apprendre du processus de réconciliation et de construction de la paix en Irlande du Nord, de promouvoir les échanges entre les chefs religieux et la société civile pour la construction de la paix. Les leaders religieux et de la société civile feront des communications portant sur l'analyse du conflit malien en faisant ressortir sa spécificité et dégager la perspective d'une paix durable. Au cours de cette journée, plusieurs exposés seront faits par des leaders religieux, des associations de jeunes musulmans, sans oublier les délégués venus du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Niger. L'exemple type de construction de la paix en Irlande du Nord figure aussi dans les débats. Devant la détresse des partenaires et des bénéficiaires d'Axe Forum dans les régions du Nord, dont beaucoup sont actuellement déplacés et même réfugiés dans des pays voisins, il devient de plus en plus urgent d'accorder une importance particulière au programme de lutte contre la violence et de construction de la paix. Et cela afin de donner aux générations futures et actuelles le droit de jouir d'une vie décente. Il s'agit pour nous d'apporter l'éclairage de notre réflexion sur les questions de construction de la paix et de tirer les leçons des expériences concrètes de contribution des serviteurs de la foi à la cause de la paix. Et l'exemple irlandais paraît, à cet égard, plein d'enseignements profitables. Pour illustrer les meilleures pratiques de construction de la paix, la troupe tamarocaine a joué un sketch qui rappelle les affres de la guerre. Une guerre souhaitée, hélas, par les marchands d'armes. Pas de communauté, pas de pays, à cause de vos sales guerres. Je ne suis pas morte. C'est moi, pardon, c'est moi, c'est toi, c'est moi.
Nous devons nous réveiller, nous unir, car seule la paix peut nous conduire vers un développement durable. Le parti ADEMA PASJ condamne avec la dernière rigueur la violence du cessez-le-feu par les groupes armés contre encore donc les hostilités à la paix dont l'objectif est d'accentuer les souffrances des populations maliennes et particulièrement celles vivant au nord du pays, les déplacés et les réfugiés. Invite tous les groupes armés au nord du Mali au respect strict du cessez-le-feu et à s'inscrire définitivement et loyalement dans les processus de paix. Un vibrant hommage à nos forces armées et de sécurité. Et puis le parti IDD condamne fermement ces attaques successives contre notre cher pays pendant que tout le peuple malien demande la signature le 15 mai avec impatience afin que le gouvernement puisse passer à l'essentiel du développement du Mali. Suite aux dernières attaques survenues dans la région de Tombouctou, les forces armées de sécurité resserrent les rangs. Objectif, sécuriser les personnes et leurs biens. C'est pourquoi les autorités ont rencontré la population pour leur expliquer la conduite à tenir. Compte rendu Adama Jimde. En rencontrant les chefs de service, les ONG et la notabilité de Tombouctou, le gouverneur a voulu prendre le devant sur la désinformation et l'intoxication suite aux derniers événements. Celui-ci a expliqué le déroulement des différentes attaques survenues dans la région. Successivement, les localités de Gundam, Léré, Bintagungu et Diré ont été attaquées. Dans l'ensemble, plus d'une dizaine de morts. Toutes ces attaques relèvent de la provocation pour mettre en péril la signature des accords. Mais les forces armées de sécurité du Mali demeurent imperturbables et avisées. Nous restons vraiment dans la logique du respect du cessez-le-feu, des engagements de l'État malien. Et nous sommes disposés à accomplir les missions régaliennes qui nous sont confiées. Face à la situation d'insécurité grandissante, des mesures d'urgence ont été prises. Des équipes ont été placées, fixes, bien équipées ont été placées à Gundam, à Tonka, à Léré, à Diré et à Bintagungu. Une escorte est organisée entre Tombouctou et Gundam 5 jours sur 7. Du côté de Douanza également, nous avons arrêté 3 jours sur 7 pour escorter tous les usagers de la route de Tombouctou à Douanza. À travers cette rencontre, les autorités avaient un souci majeur. J'ai voulu partager avec la population ma conviction qui est de contribuer à la construction de la paix, de collaborer efficacement avec l'armée par les informations, par des apaisements et aussi par des efforts. Il faut consentir encore un peu d'efforts parce que nous sommes proches du jour J qui est le 15 mai pour la signature de l'accord. Le gouverneur a magnifié les efforts de l'aménagement avant d'inviter les populations à réfléchir sur les actions à mener afin d'aider les femmes. L'association Tabital Poulakou condamne la profanation du mausolée du très pieux Sékou Amadou, fondateur de l'Empire Peul du Massina de Amdalaï, par des individus non identifiés. Tabital invite les autorités publiques à débuster ces terroristes sans foi ni loi afin qu'ils répondent de leur forfaiture. Et puis l'association Tadjakanit Babi des femmes des communautés arabes de Tombouctou salue l'engagement et les efforts du gouvernement de la République du Mali et ses partenaires pour aboutir par le dialogue inclusif à une paix négociée et durable. Lancement à Gao du projet Force Cycle, les femmes s'organisent pour rétablir la cohésion sociale et l'entente, financée à hauteur de 350 millions de francs CFA par l'Union européenne et la région Rhône-Alpes en France. Le projet sera exécuté dans les régions de Gao et Tombouctou au Mali et les provinces de Seno et Doudanlan au Burkina Faso. Compte rendu Drissa Kone. Le projet Force entendait par là, les femmes s'organisent pour rétablir la cohésion sociale et l'entente durera de mars 2015 à août 2016. Il sera exécuté au Mali à Gossi dans la région de Tombouctou et à Ntilit dans la région de Gao. Ce sont les provinces de Seno et Doudalan qui sont concernées au Burkina Faso. Force est exécuté par Handicap International et l'ONG Grefa. L'objectif général de ce projet Force est de contribuer à la restauration et à la consolidation de la cohésion sociale par une plus grande participation et leadership des femmes. Le projet Force
va impulser une nouvelle dynamique au processus de résolution du conflit qui consiste à impliquer les femmes leaders dans le renforcement du dialogue social et intercommunautaire. Que la femme au nord du Mali peut être un élément moteur d'instauration d'une culture de paix et de quiétude durable. Financé par l'Union européenne et la région Rhône-Alpes en France et Handicap International, le projet Force est un espoir de paix pour les communautés vivant le long des frontières Mali-Burkina à travers les zones d'intervention. Il est financé à hauteur de 349 843 514 francs CFA, dont 75% par l'Union européenne et 25% par Handicap International pour une durée de 18 mois. Ce projet présente un intérêt particulier dans le contexte actuel, parce qu'il s'inscrit dans le contexte de la crise multiforme qui touche notre pays depuis janvier 2012. Le lancement du projet Force au Mali a vu une forte participation des élus locaux, de la société civile et des femmes de Goussi et d'Intilit. Les travaux d'entretien du réseau routier de la région de Koulikoro ont été lancés officiellement hier. Ces travaux coûteront environ 1,8 milliard de francs CFA. La cérémonie de lancement a été présidée par le gouverneur de région, compte rendu Daouda Kone. Ces travaux d'entretien routier portent essentiellement sur la reprise de revêtement, le rechargement des accotements, les points à temps, le curage des ouvrages d'art et débroussaillement. Ils contribueront à l'amélioration de la fluidité du trafic routier d'une part et d'autre part la sécurité et le confort des usagers de la route. Région de Koulikoro, située à l'épicentre de la toile routière et du trafic routier, favorisée en cela par le circonvoisinage de la capitale Bamako, est la première bénéficiaire de ces entretiens du réseau routier qui boosteront sans aucun doute l'économie locale et particulièrement l'économie rurale. Ces travaux vont coûter 1,707 423 739 de francs CFA et seront réalisés par 5 entreprises sélectionnées par l'AGEROUTE, maître d'œuvre délégué. Il s'agit de Sangué Travaux, CME, ATR et Intercode dans un délai contractuel de 8 mois. Les travaux dont nous procédons aujourd'hui au lancement concernent les routes nationales, les routes régionales et certaines routes en terre du réseau classé de la région. C'est dans le contexte particulier de 2015, les hautes autorités ont décidé de mettre en place un mécanisme de financement sûr de l'entretien routier. À la date d'aujourd'hui, on peut dire que le programme d'entretien routier est entièrement financé par l'autorité routière. Le premier responsable de la région a aussi lancé un appel pressant aux entreprises sélectionnées et au bureau de contrôle à mettre un accent particulier sur la qualité des travaux. Restons toujours sur les routes. Le Mali, à l'instar des pays membres de la CEDEAO, célèbre demain, 8 mai, la journée nationale de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Le thème retenu pour cette deuxième édition est la protection des enfants sur la route. Écoutons le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hachimi Koumaré, est au micro de Inaba. Les États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de créer une organisation sous-régionale dénommée Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Cette organisation a vu le jour officiellement le 8 mai 2008 à Abuja au Nigeria sous les auspices de la commission de la CEDEAO. Lors de la 5e session de son assemblée générale, tenue du 14 au 18 octobre 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso, les pays membres ont décidé d'organiser à partir de 2014 au niveau national une journée de sécurité routière fixée le 8 mai de chaque année. En effet, l'enfant dans la rue ou sur le chemin de l'école, du champ ou du terrain de sport est très vulnérable et exposé aux accidents des deux engins, des deux roues et d'une autre part aussi des voitures roulant à grande vitesse et ne respectant pas les panneaux de signalisation d'autre part. Au programme de cette journée, outre le lancement officiel des activités de cet événement à la Cité des enfants, il est prévu diverses autres activités allant dans le sens de la protection des enfants.
ces enfants qui, faut-il le rappeler, constituent l'avenir de la nation. C'est pour cela que j'invite tous les usagers motorisés ou non à protéger les enfants sur la route. Suivre donc l'intégralité de ce message après ce journal. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA vient de lancer un programme de formation des jeunes déscolarisés. Plus de 5 milliards de francs CFA seront investis, compte rendu Adama Koulibaly. Le problème d'emploi jeune est une réalité. Cette réflexion a abouti à la signature entre l'État et ses partenaires extérieurs d'un programme de renforcement du développement des compétences pour les jeunes déscolarisés, PROCEJ. Un comité de réflexion mis en place dans ce sens appuie le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, désigné comme structure d'exécution du programme. Le projet de développement de compétences et emploi des jeunes est un projet du gouvernement malien, financé par la Banque mondiale pour 5 années, avec un budget global de 32,5 milliards. Donc 31,5 milliards environ par la banque et 1 milliard par le gouvernement du Mali. Et c'est un projet qui essaie d'apporter une solution, une partie de la solution à la question de l'employabilité des jeunes au Mali. Les responsables du département en charge de la gestion de l'emploi et de la formation partagent le contenu des activités d'encadrement jeune programmées. Les études diagnostiques sur le développement du Mali soulignent une main-d'œuvre de faible qualité comme le premier frein à l'investissement privé national ou étranger. Il y a alors un réel problème d'adéquation des ressources humaines formées par les dispositifs de formation professionnelle et les besoins du marché du travail. L'enjeu du projet de développement des compétences et emplois jeunes, PROCEJ, est de taille, car il touche les jeunes dont plus de 70% de la tranche d'âge de 15 à 24 ans étaient déscolarisés jusqu'en 2010 et avaient des qualifications et des compétences très limitées, entravant ainsi leur accès à l'emploi. Des centres pour plus de 7 filières de métiers seront repartis entre des localités à travers le pays. Nous restons avec les jeunes pour parler des activités des journées socio-éducatives qui ont débuté hier, organisées par la Maison des jeunes de Bamako. Cette initiative a pour thème donc de réunir les enfants pour s'épanouir à travers des activités culturelles et sportives. Le thème pour cette 8e édition est la consolidation des acquis dans la lutte contre la fièvre Ebola au Mali et la sécurité sanitaire des aliments vendus devant les écoles. Béri connaît le point. La consolidation des acquis dans la lutte contre la fièvre à virus Ebola et la contribution des élèves dans la sécurité des aliments vendus devant les écoles, c'est le thème de la 8e édition des journées des activités socio-éducatives. Organisées par la Maison des jeunes de Bamako, ces journées offrent aux jeunes et aux adolescents une tribune d'expression en conformité avec les thèmes. Pendant 3 jours, les jeunes et adolescents peuvent assister ou prendre part aux activités programmées qui portent sur des conférences, des activités sportives, artistiques, éducatives, de formation et de citoyenneté. Ces journées des activités socio-éducatives amènent les jeunes et adolescents à s'approprier des valeurs morales, civiques et patriotiques du pays. Aujourd'hui, parler du virus Ebola, parler d'alimentation saine est un réel esprit de citoyenneté. Donc, puisqu'il en est ainsi, je les encourage d'œuvrer tous les jours pour cela. Ces journées qui offrent l'opportunité aux élèves des Cap de Bozola et de Bamako-Koura à participer aux activités sportives, artistiques et éducatives se déroulent du 6 au 8 mai 2015. Page noire de ce journal, Abdoul Ba n'est plus. Le docteur vétérinaire s'en est allé dimanche dernier à l'âge de 80 ans. Parents, amis et anciens collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi. C'était en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Nouhoum Sissoko, reportage. Au nom de la ville du Mali, nous nous faisons commandeur de l'ordre national du Mali à titre posthume. Par ce geste, le président de la République exprime la reconnaissance de la nation à l'endroit de celui qui a beaucoup servi son pays. Titulaire de plusieurs diplômes en santé animale, dont un doctorat d'État, Abdoul Ba a occupé plusieurs postes de responsabilité. 1963,
directeur de l'élevage de l'Office du Niger. 1964, il est chargé des industries animales au ministère du Développement. 1965, directeur des abattoirs frigorifiques. 1966, il dirige en qualité de directeur général le regroupement Sonéa, CEPAM, abattoir frigorifique. 1971, il est chargé du projet sucrier à la Direction nationale des industries. 1974-1980, il est directeur de l'Office communautaire du bétail et de la viande à la CAO. 1983-1985, il est conseiller principal du Prodeso au titre de la FAO. Les compétences et qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays lui ont valu d'être cité en exemple parmi les plus méritants fils de la nation et d'être élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Mali le 29 mai 2002. Le docteur Abdoulba a publié 2 ouvrages. Le marché ouest-africain de la viande paru en 1977 et le diagnostic en élevage au Mali en 1983. Ceux qui ont connu l'homme reconnaissent en lui beaucoup de qualités. Un homme d'une gentillesse exceptionnelle et d'une grande générosité. Je puis le témoigner parce que je les savais fréquenter dans l'action politique, dans notre regroupement. Mais j'ai connu l'homme, le chef de famille, à Badala, à l'époque où il habitait à l'étage Marabout, où sa maison était un point de rassemblement pour les jeunes que nous étions. Nous avons passé nombre d'après-midi à déranger sa quiétude par nos parties de belote et nos radiophones qui ne se taisaient jamais. Abdoulba nous a toujours accueillis avec une égale humeur, et cela mérite d'être dit. Cet homme était un authentique, courtois et gentil. Tu resteras dans nos cœurs, dans nos esprits, à travers tous ces bons moments qu'on a partagés ensemble, en tant que grand-père et petits-enfants. Pour moi, tu étais non seulement mon mari, tu étais mon grand-père, tu étais mon père, j'étais aussi ta maman. Je t'aime, Pépé. Le docteur Abdoulba, qui nous a quittés à 80 ans, repose désormais au cimetière de Nyarela. Il laisse derrière lui une veuve, 3 enfants et de nombreux petits-enfants affligés. Que son âme repose en paix. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h-13h, retrouvez Rachel Tessougué pour les éditions du soir. Vous avez rendez-vous avec Awoy Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.